nous allons envisager la vaccination des immunodéprimés, ce qui est un problème assez compliqué, mais qu'on va essayer de faire essayer de simplifier. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un immunodéprimé? C'est une personne dont le système immunitaire est défaillant, et ceci du fait soit d'une pathologie innée, comme un déficit immunitaire congénital, soit du fait d'une pathologie acquise, comme par exemple une infection à VIH, soit du fait d'un traitement. Et parmi les traitements, il y a bien sûr la corticothérapie, les traitements immunosuppresseurs, qui sont utilisés pour traiter les maladies auto-immunes, mais également les cancers et les hémopathies. Alors, quels sont pourquoi vacciner les immunodéprimés et quels sont les problèmes spécifiques? D'abord, comme ça a été dit, effectivement, le nombre de personnes immunodéprimées est en constante augmentation du fait des greffes, du fait également de l'augmentation de l'incidence des cancers et hémopathies et du fait de traitements qui permettent des survies plus longues, voire des guérisons définitives. Mais donc, ces personnes peuvent rester, ou en tout cas sont immunodéprimées pendant une période de leur traitement. Alors, quel est le problème de l'immunodépression? L'immunodépression, elle comporte bien sûr un risque majoré d'infection et et notamment d'infections sévères qui mettent en jeu le pronostic vital. Et la vaccination, le but de la vaccination, c'est à la fois d'éviter ces maladies et si on ne peut pas les éviter, d'essayer d'en atténuer la gravité. Alors, mais par contre, le problème, c'est que l'immunodépression pose des problèmes vis-à-vis de la vaccination en réduisant la réponse immune aux vaccins et donc l'efficacité de ces vaccins et notamment l'efficacité à long terme. Par ailleurs, et c'est un autre problème, l'immunodépression peut créer des problèmes de tolérance avec le risque théorique d'une aggravation de la maladie sous-jacente, mais surtout le risque de survenue de maladies vaccinales lors de l'utilisation de vaccins vivants atténués, comme on va le revoir. Donc, quels sont les principes? Les vaccins vivants donc posent un problème de tolérance chez les immunodéprimés et il est clair que les immunodéprimés sévères ne doivent pas recevoir des vaccins vivants. Toutefois, et il y a toujours des toutefois, il peut y avoir des immunodépressions qui soient moins sévères, et on verra ça tout à l'heure. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut évaluer la balance entre le bénéfice de les vacciner et le risque que leur fait courir le fait de recevoir un vaccin vivant atténué. Il faut bien dire que ces circonstances sont assez rares et que dans la plupart des cas, les immunodéprimés, effectivement, ne reçoivent pas de vaccin vivant atténué. Alors, les immunodéprimés qui ont le plus de risques d'avoir une maladie vaccinale, ce sont les personnes qui ont une immunodépression qui porte préférentiellement sur l'immunité cellulaire. Ce qui explique que les critères d'immunodépression grave qui contre-indiquent les vaccinations sont basés sur le taux de CD4 et, comme vous le savez, le taux de CD4 varie avec l'âge et on admet qu'on est immunodéprimé sévère si on a moins de 25% de T4 avant l'âge de 1 an, si on a moins de 20% de CD4 entre 12 et 35 mois, moins de 15% entre 36 et 59 mois, et à partir de l'âge de 5 ans et chez l'adulte, on raisonne en nombre absolu de CD4 et on admet qu'on est immunodéprimé grave si on a moins de 200 CD4 par millimètre cube. Alors, donc ça, c'était pour la problématique des vaccins vivants atténués. Qu'en est-il maintenant des vaccins inactivés? Ces vaccins inactivés ne posent pas de problème de tolérance, mais par contre, ils posent un problème d'efficacité. Et ceci
peut amener à recommander des schémas vaccinaux qui sortent de l'AMM, tout simplement parce que les dossiers d'AMM comportent des études qui excluent les immunodéprimés, donc il y a relativement peu de données, mais il peut y avoir des recommandations hors AMM, et nous avons fait au niveau du Haut Conseil de la santé publique des recommandations hors AMM sur lesquelles on reviendra. De même, dans le même état, ceci peut amener à utiliser des vaccins pédiatriques chez des adultes, et on verra ça tout à l'heure. Alors, il faut savoir que dans un nombre, on peut, dans un nombre limité de cas, avoir recours aux anticorps vaccinaux, c'est-à-dire doser les anticorps 1 à 2 mois après une dose de vaccin. Ceci doit être limité à certaines valences, et on peut estimer que l'estimation des anticorps vaccinaux donne une idée assez précise, suffisamment précise, de la réponse immune pour le tétanos, l'hépatite A et l'hépatite B. Il faut savoir qu'il y a des délais à respecter entre un traitement immunosuppresseur et une vaccination, et on admet qu'on ne peut pas escompter une bonne réponse vaccinale si un traitement immunosuppresseur est administré dans les 2 semaines qui suivent ou qui précèdent la vaccination. Et on considère généralement, mais bon, on verra ça, c'est pas toujours comme ça que c'est dit, mais généralement, on considère que la capacité de réponse à un vaccin est récupérée entre 3 mois et 1 an après la fin d'un traitement immunosuppresseur. Voilà. Tout ceci, il faut bien le dire, repose sur des données scientifiques relativement très limitées, car encore une fois, les immunodéprimés sont exclus des essais cliniques concernant les vaccins, et donc beaucoup de recommandations reposent sur des avis d'experts ou des études limitées, et ces études limitées ne portent habituellement pas sur l'efficacité vaccinale, mais sur la réponse immune, sur l'immunogénicité, qui n'est pas toujours formellement corrélée à l'efficacité vaccinale. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes concernant cette problématique. Alors, donc, quelles sont les règles concernant l'utilisation de la corticothérapie? Et la corticothérapie est un des éléments importants concernant les problèmes des vaccinations. Alors, l'Académie américaine de pédiatrie a émis il y a pas mal d'années un certain nombre de règles qui sont encore valables, et on le verra, qui sont partiellement assez proches des règles qui ont été édictées en France. Donc, encore une fois, ces règles ne reposent pas sur des bases scientifiques solides. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les traitements locaux, les corticoïdes locaux ou les corticoïdes inhalés, ne posent aucun problème vis-à-vis des réponses vaccinales. Donc, il n'y a pas de restriction, chez ces sujets qui reçoivent des traitements locaux inhalés, sauf s'ils ont des signes évidents d'immunodépression. Alors, de même, une personne qui reçoit un traitement substitutif de corticoïdes peut être vacciné normalement. Quelqu'un qui a une insuffisance surrénale, une insuffisance hypophysaire, qui reçoit un traitement de cortisone, il peut être vacciné normalement dans la mesure où les doses qu'il reçoit sont des doses substitutives, physiologiques. Alors, on admet que il n'y a pas de restriction vis-à-vis des vaccins vivants. Si la dose de corticoïdes est inférieure à 2 mg/kg d'équivalent prednisone chez l'enfant, ou puisque c'était l'Académie américaine de pédiatrie, ou de 20 mg par jour chez les enfants de plus de 10 kg. Donc, dans ce cas-là, lorsque ces doses sont inférieures à cela, il n'y a pas de restriction vis-à-vis de l'administration de vaccins vivants.
Par contre, de même, si la corticothérapie quotidienne ou alternée dépasse ses limites, mais avec des délais, des durées limitées, eh bien, et là encore, on peut vacciner normalement. Et si le sujet, l'enfant reçoit une corticothérapie depuis moins de 14 jours, on peut le vacciner d'emblée ou 2 semaines après l'arrêt de la corticothérapie. Alors, donc, si par contre la corticothérapie est supérieure à 2 mg kg ou 20 mg pour les plus de 10 kg, depuis plus de 14 jours, il faut attendre au moins 1 mois après l'arrêt de cette corticothérapie pour administrer un vaccin vivant. Enfin, pour les enfants porteurs d'une maladie qui déprime l'immunité et qui reçoivent une corticothérapie systémique, eh bien, ces sujets, ou locale, ces sujets ne peuvent pas recevoir de vaccin vivant. Alors, qu'est-ce qui a été traduit en France non, dans le calendrier vaccinal, et pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes. Donc, dans le calendrier vaccinal, il est écrit que l'utilisation d'administration d'un vaccin vivant pendant une corticothérapie est contre-indiquée au-delà des doses et des durées qui sont décrites dans le texte, c'est-à-dire chez l'adulte, 10 mg d'équivalent prédnisone par jour depuis plus de 2 semaines, et chez l'enfant, 2 mg kg d'équivalent prédnisone par jour, et pour les enfants de moins de 10 kg, et au-delà de 20 mg par jour chez les enfants de plus de 10 kg, et ce suit depuis plus de 2 semaines, tout ceci contre-indique la corticothérapie. Concernant les bolus de corticoïdes, ces bolus de corticoïdes contre-indiquent l'administration d'un vaccin vivant durant les 3 mois qui suivent. Par contre, si la corticothérapie n'est pas instaurée en urgence, par exemple pour une maladie de système, une maladie auto-immune, eh bien, il faut, dans la mesure du possible, réaliser les vaccinations avec vaccin vivant avant le début de la mise en route du traitement corticoïde. Et ceci avec des délais variables suivant les vaccins. Pour les vaccins contre la varicelle, pour les sujets qui relèvent de la vaccination contre la varicelle, on admet qu'il faut un délai d'au moins 6 semaines avant l'instauration du traitement corticoïde pour pouvoir administrer ce vaccin. Et pour le vaccin contre la rougeole, rubéole, oreillon, ce délai est de 4 semaines et en tout cas pas moins de 2 semaines avant le début de la corticothérapie. Et puis également, les personnes qui doivent être vaccinées contre la fièvre jaune, soit dans le cadre de l'obligation vaccinale en Guyane, soit dans le cadre de voyage, eh bien, ces gens qui doivent être vaccinés contre la fièvre jaune, et il faut absolument les vacciner avant le début de la corticothérapie. Voilà donc les recommandations françaises concernant corticothérapie et vaccination et vaccins vaccins vivants. Alors, les recommandations, on a fait appel, on a fait référence au calendrier vaccinal et on y reviendra, mais en dehors du calendrier vaccinal, il y a des recommandations officielles qui ont été faites, qui ont été mises à jour d'ailleurs, c'était la deuxième version, en 2014, donc pour la vaccination des personnes immunodéprimées et aspéniques. 2014, c'est un peu loin, et depuis des années, on dit à la HAS qu'il faut mettre à jour ce document. Et la HAS annonce régulièrement que ça va être mis à jour. Actuellement, à ma connaissance, il y a un groupe de travail qui est dessus. Il y a également la SPILF qui est là-dessus, mais je suis dans l'incapacité de vous dire quand est-ce que ces groupes de travail vont fournir un texte qui puisse permettre
une mise à jour de ces recommandations vaccinales. Donc, ce document ancien reste pour l'instant le document de référence. Ce document, il a pour avantage de classer les immunodéprimés, et donc il a reconnu plusieurs classes d'immunodéprimés: les personnes qui vivent avec le VIH, les transplantés d'organes solides, les transplantés de cellules souches hématopoïétiques, les patients qui reçoivent une chimiothérapie pour tumeurs solides ou hémopathie maligne, les patients traités par immunosuppresseurs ou biothérapie ou corticothérapie ou corticothérapie pour maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques, les aspléniques ou hypospléniques et les déficits immunitaires congénitaux. Donc, pour chacune de ces catégories d'immunodéprimés, il existe dans ce document du Haut Conseil de la santé publique des recommandations spécifiques de vaccination. Le calendrier vaccinal, ce document de recommandation, c'est évidemment un gros pavé qu'il n'était pas possible de mettre dans le calendrier vaccinal. Et le calendrier vaccinal n'a retenu dans ses recommandations que 3 circonstances qui sont les plus fréquentes: les patients atteints de cancer ou d'une hémopathie maligne, traités ou non par chimiothérapie, les VIH et les patients traités par corticothérapie. Et donc, pour ces trois situations, eh bien, il existe des recommandations spécifiques dans le calendrier vaccinal. Pour les autres situations, le calendrier vaccinal renvoie au document de 2014 du Haut Conseil de la santé publique. Alors, nous allons passer en revue de manière un peu détaillée ces recommandations qui sont dans le calendrier vaccinal. Ce que j'ai reproduit là, c'est tout simplement la page du calendrier vaccinal qui concerne donc les immunodéprimés. Donc, avec 3 catégories: les VIH, les cancers hémopathiques traités par chimiothérapie et les patients sous corticothérapie. Et donc, pour chacune de ces situations, chaque type de vaccin est passé en revue. Alors, donc pour le BCG, il est contre-indiqué donc dans les 3 catégories, pas de problème. Pour ce qui concerne la Covid-19, eh bien, la vaccination est spécifiquement recommandée dans ces 3 catégories, comme chez tous les immunodéprimés, avec donc ce qui est recommandé, c'est une vaccination lors de la campagne annuelle automnale en cours de vaccination, mais en plus, chez les immunodéprimés, il est recommandé qu'il y ait une deuxième campagne au printemps. Ça a été le cas au printemps 2024. Je suppose que ce sera probablement encore le cas en 2025, mais je ne peux pas m'engager là-dessus. Alors, concernant la vaccination contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, chez les VIH, la particularité, c'est d'avoir un schéma renforcé et d'utiliser non pas le schéma à 2 doses et un rappel, mais un schéma à 3 doses et un rappel, M2, M3, M4, avec un rappel à 11 mois. Quant au rappel de l'adulte, ils ne sont plus à âge fixe, mais ils sont recommandés tous les 10 ans chez les VIH. Pour ce qui concerne les personnes sous chimiothérapie, eh bien, en cours de chimiothérapie, il n'y a aucune indication à vacciner contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Par contre, à distance de la chimiothérapie, il est recommandé de faire une injection de vaccin DTCAP à titre systématique 3 mois après après l'arrêt du traitement pour tumeur solide ou 6 mois après l'arrêt du traitement pour hémopathie maligne, après donc arrêt de la chimiothérapie. Et puis d'autres doses pourront être utilisées pour mise à jour des vaccinations si la personne n'est pas à jour de ses vaccinations. Alors, pour ce qui concerne la corticothérapie, les personnes sous corticothérapie,
Pour les nourrissons, de même, on passe à un schéma à 3 doses plus un rappel, avec un rappel tous les 10 ans. Pour ce qui concerne la fièvre jaune, la vaccination contre la fièvre jaune est contre-indiquée chez les sujets ayant une immunodépression forte, suivant les critères de CD4 que l'on a décrits tout à l'heure. En rappelant que cette vaccination est obligatoire pour les résidents de Guyane et également pour les gens qui se rendent en Guyane. Voilà. Alors, donc, même chez les immunodéprimés, cette vaccination ne peut pas être faite donc en cas d'immunodépression grave liée au VIH. Heureusement, il n'y en a plus guère actuellement. Pour ce qui concerne les personnes sous chimiothérapie, eh bien, la vaccination est contre-indiquée au cours de la chimiothérapie et dans les 6 mois suivants. Et pour ce qui concerne les personnes sous corticoïdes, eh bien, la vaccination contre la fièvre jaune est contre-indiquée et doit être, si possible, être administrée avant le début de la corticothérapie. Concernant la vaccination contre la grippe saisonnière, alors on parle bien sûr du vaccin inactivé, donc les immunodéprimés, les VIH représentent une indication. Tous les VIH doivent être âgés de plus de 6 mois, devraient être vaccinés contre la grippe, donc suivant le schéma habituel de l'AMR. Concernant les personnes sous chimiothérapie, il est recommandé également que ces personnes soient vaccinées et si la personne est en cours de traitement lors de la campagne vaccinale, il est recommandé de leur administrer une deuxième dose, de 2 doses à 1 mois d'intervalle, car on sait que ces personnes vont répondre moins bien à la vaccination grippale. Donc, il est recommandé de faire une deuxième dose. Et puis, donc, pour ce qui concerne les personnes sous corticothérapie, eh bien, recommandation vaccinale classique du calendrier vaccinal. La vaccination contre l'hépatite A est recommandée chez les personnes vivantes avec le VIH et qui sont à risque élevé d'hépatite A. Et on admet qu'on est à risque élevé d'hépatite A si on a une autre infection, on est porteur d'autres virus de l'hépatite, B ou C. Si on a une maladie chronique du foie, c'est également recommandé spécifiquement chez les homosexuels masculins et pour les voyageurs en zone d'endémie. Le schéma vaccinal, c'est 2 doses et il est recommandé de faire un contrôle d'anticorps anti-VHA 1 à 2 mois après la deuxième injection. Pour ce qui concerne les personnes traitées pour cancer, leucémie, recommandation hépatite A, idem population générale, c'est-à-dire les populations à risque, et de même pour les personnes traitées par corticothérapie. Alors, concernant l'hépatite B, la vaccination contre l'hépatite B est recommandée pour tous les patients porteurs vivant avec le VIH, et patients n'ayant pas non porteurs de marqueurs sérologiques de virus de l'hépatite B. Si l'enfant n'a pas été vacciné, eh bien, on va faire le schéma 0, 2, 6. Et pour les adultes non entièrement vaccinés, il est recommandé de faire un schéma vaccinal à 3 fois une double dose, c'est-à-dire 40 microgrammes d'antigène espacés de 1 mois, avec une 4e dose administrée 6 mois après la première dose. Et il est recommandé, là encore, chez les personnes donc VIH, de faire annuellement un contrôle d'anticorps anti-HBS et de refaire une dose de vaccin chaque fois si le taux d'anticorps chute au-dessous du seuil protecteur de 10 unités internationales par millilitre.
Chez les personnes traitées par chimiothérapie ou ou hémopathie maligne, eh bien, en cours de chimiothérapie, il faudra vacciner les sujets qui sont à risque élevé d'exposition au virus de l'hépatite B, confère calendrier vaccinal, et là encore, avec un contrôle du titre des anticorps 4 semaines après la dernière injection. À distance de la chimiothérapie, eh bien, il est recommandé de faire une injection de rappel chez les personnes à risque, Et puis pour les corticoïdes, idem population générale. Pour l'hémophilus influenzae, on va utiliser un schéma renforcé chez les nourrissons, c'est-à-dire un schéma à 3 doses et un rappel pour les VIH. Pour les personnes qui sont traitées par chimiothérapie, on recommande de faire une injection de rappel chez les enfants de moins de 5 ans à distance de la chimiothérapie. Mais il n'y a pas d'indication spécifique en cours de chimiothérapie. Et pour les corticoïdes, eh bien là encore, schéma renforcé chez le nourrisson avec un schéma à 3 doses et un rappel. Alors, pour le méningocoque, c'est très compliqué parce que dans le calendrier vaccinal, on fait référence à la vaccination contre le méningo-C, alors que normalement, à partir du mois de janvier, eh bien, la vaccination méningo-C en monovalent devrait être abandonnée au profit d'une vaccination par quadrivalente ACYW. Donc, chez les VIH doivent être vaccinés contre le méningocoque, initialement méningo-C, mais a priori, à partir de janvier prochain, contre le méningocoque ACY selon le schéma du calendrier vaccinal. Et puis, au-delà de 12 mois, il est recommandé de faire 2 injections espacées de 6 mois. Chez l'adolescent, bien sûr, comme dans la population générale de l'adolescent, il est recommandé de faire une dose de vaccin ACYW entre 11 et 14 ans, et puis donc pour le sérogroupe B, vaccination des VIH selon les recommandations du calendrier vaccinal. Pour ce qui concerne les personnes traitées par chimiothérapie, il n'y a pas d'indication de traitement de vaccination méningo en cours de chimiothérapie. Par contre, pour les patients de 1 à 24 ans, quels que soient les antécédents vaccinaux vis-à-vis de la vaccination, il était recommandé de faire une vaccination méningo-C 3 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. A priori, à partir de janvier, ça devrait être une dose non pas de méningo-C, mais de vaccin ACYW. Pour les autres sérogroupes, c'est comme les autres recommandations. Et de même pour les corticoïdes, idem population générale, donc avec le ACYW chez le nourrisson, avec le ACYW entre 11 et 14 ans, et selon les recommandations pour les autres sérogroupes de méningocoque. Alors, j'en viens maintenant au pneumocoque, où là encore, c'est très compliqué parce que les recommandations qui sont inscrites dans le calendrier vaccinal ne prennent pas en compte le fait que le vaccin Prevnar 20, maintenant, n'a pas seulement une recommandation chez l'adulte de plus de 18 ans, mais a maintenant une recommandation chez le nourrisson, et ceci n'a pas été intégré au calendrier vaccinal. Donc, ce qui est écrit dans le calendrier vaccinal pour les VIH, c'est pour le pneumocoque d'avoir un schéma renforcé à 3 doses plus un rappel, ça ne va pas changer. Alors, avec l'utilisation qui était écrit du vaccin 15 valent ou du vaccin 13 valent, mais encore une fois, quelle sera la place du vaccin 20 valent du Prevnar 20 qui a maintenant une AMM chez le nourrisson, ceci devra être mis à jour dans le prochain calendrier. Mais pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est le 15 ou le 13 pour les nourrissons. Et puis pour les enfants de 2 à 5 ans, les adolescents, eh bien, c'est le schéma, c'est également le schéma avec le 13 ou le 15
plus ou moins le 23 valent, mais le 23 valent non conjugué, est-ce qu'il va disparaître ou pas? Ceci n'est pas, avec maintenant l'extension d'AMM du vaccin du Prevnar 20, ceci n'est pas clair pour l'instant. Alors, pour les personnes sous chimiothérapie, eh bien, en cours de chimiothérapie, si un enfant, un nourrisson qui est en cours de chimiothérapie devra être vacciné contre le pneumocoque avec, avec là encore un schéma renforcé à 3 doses plus un rappel et dans le calendrier vaccinal, l'utilisation du 15 valent ou du 13 valent en sachant que on ne sait pas quelle sera la place du 20 valent. Alors, pour les enfants entre 2 et 5 ans en cours de chimiothérapie, eh bien, il est recommandé de faire 2 doses de vaccin, de vaccin 15 valent ou de vaccin 13 valent administré à 2 mois d'intervalle, suivi d'une dose de non conjugué 23 valent. Mais là encore, qu'est-ce que ça devient avec le Prevnar 20? Ça n'est pas clair. Pour les enfants et les adolescents entre 15 et 17 ans, même chose, même chose. Alors par contre, pour les adultes âgés de 18 ans et plus, le schéma vaccinal, comme vous le savez, c'est maintenant l'utilisation d'une seule dose de Prevnar 20, y compris en cours de chimiothérapie. Alors 3 mois après l'arrêt de la chimiothérapie, il est recommandé chez les enfants de moins de 5 ans de refaire, même s'ils ont été correctement vaccinés, il était recommandé de faire une dose de vaccin du vaccin non conjugué 23 valent, mais là encore, incertitude avec les futures recommandations concernant le Prevnar 20. Et puis pour les non vaccinés, eh bien schéma normal avec 2 doses de Prevnar 15 si possible, de vaccin conjugué 15 valent si possible, ou de Prevnar à 2 mois d'intervalle, avec suivi d'une dose de non conjugué 23 valent, mais là encore avec les incertitudes signalées. Pour la corticothérapie, donc schéma renforcé chez le nourrisson avec un schéma à 3 doses, et pour l'instant, le 15 valent suivi ou le 13 valent avec donc 3 doses et un rappel. Et puis pour les enfants de 2 ans et plus, adolescents 12 à 17 ans, et les adultes, eh bien, c'est la problématique de l'utilisation du 20 valent, du Prevnar 20, qui est possible chez l'adulte et qui va être désormais possible chez le nourrisson. Alors donc, là encore, je suis désolé, mais je peux pas présumer de ce qui va être dit prochainement. Alors, concernant le papillomavirus, les personnes VIH ont une recommandation tout à fait spécifique, renforcée, on va dire, d'être vaccinés contre le papillomavirus parce qu'ils sont à un risque beaucoup plus élevé de cancer, donc avec le schéma classique à 2 doses entre 11 et 14 ans et le schéma à 3 doses entre 15 et 19 ans. Chez les personnes qui sont traitées par chimiothérapie, eh bien, s'ils sont âgés de 11 et 14 ans, eh bien, il est recommandé de les vacciner. Il est même recommandé de vacciner dès l'âge de 9 ans les personnes qui vont être susceptibles, qui vont être candidats à une transplantation. Alors, le schéma, c'est le schéma normal. Alors, pour les personnes sous corticothérapie, donc recommandation normale, 11-14 ans, et dès 9 ans pour les personnes qui vont être sujets à une transplantation et puis rattrapage à 3 doses chez les 15-19 ans. Alors, pour terminer ces recommandations, le ROR, donc le ROR est contre-indiqué chez les personnes VIH fortement immunodéprimées, suivant les critères que l'on a décrits auparavant. Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, eh bien, c'est le schéma normal avec une dose
une première dose à 12 mois et une deuxième dose entre 16 et 18 mois. De même chez les adultes, rattrapage. Pour les femmes en âge de procréer, donc vaccination des femmes non immunisées contre la rubéole avec une sérologie préalable, avec une seule dose si la personne est immunisée contre la rougeole et 2 doses si elle n'est pas immunisée contre la rougeole. Et puis, avec la vérification de l'absence de grossesse et la recommandation d'absence de grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination. Pour les personnes traitées par chimiothérapie, eh bien, il y a une contre-indication à la vaccination jusqu'à 3 mois après l'arrêt de la chimiothérapie ou 6 mois après, ou 6 mois, 3 mois pour une tumeur solide, 6 mois pour une hémopathie. Au-delà d'un délai de 6 mois pour l'arrêt de la chimiothérapie chez l'enfant et l'adulte né après 1981. Et donc ça, c'est le schéma habituel. Alors, pour les personnes traitées par corticoïdes, eh bien, contre-indication à la vaccination par le ROR, avec les critères qu'on a dit. Si les critères de dose ou de durée ne sont pas remplis, eh bien, on peut vacciner contre le ROR en sachant que chaque fois que c'est possible, il faut privilégier de vacciner avant le début de la corticothérapie. Pour la varicelle, la vaccination contre la varicelle est contre-indiquée chez les VIH suivant les critères que l'on a décrits. Pour les sujets qui peuvent être vaccinés, eh bien, cette vaccination est recommandée chez les adolescents et les adultes avec une sérologie négative, ceci à 2 doses espacées de 4 à 8 semaines. Et chez les femmes en âge de procréer, la grossesse doit être évitée pendant les 2 mois qui suivent la vaccination. Pour les personnes traitées par chimiothérapie pour tumeurs solides, la vaccination en cours de chimiothérapie est contre-indiquée, et ceci jusqu'à 1 an après l'arrêt de la chimiothérapie. Après ce délai de 1 an, il est recommandé de vacciner contre la varicelle les sujets qui sont à risque élevé de rechute de leur maladie. Par contre, pour les autres, les recommandations, c'est l'application du schéma, du calendrier vaccinal. Et puis, donc, pour les personnes sous corticoïdes, comme tout à l'heure, contre-indiquées suivant les critères de durée et de dose. Si ces critères ne sont pas atteints, on peut vacciner contre la varicelle et encore une fois, en privilégiant une vaccination avant le début de la chimiothérapie. Enfin, pour terminer, le zona, donc la vaccination contre le zona est un élément important chez les immunodéprimés dont on sait qu'ils sont à risque élevé de zona. Donc, vaccination à partir de l'âge de 18 ans, 2 doses espacées de 6 mois, c'est le schéma normal. Et de même pour les personnes traitées par chimiothérapie, 2 doses, si possible en amont du début de la chimiothérapie, en sachant que l'intervalle de 2 mois peut être amené à 1 mois. De même pour la corticothérapie, 2 doses espacées de 6 mois. Et pour les personnes qui doivent recevoir le plus, si possible, vaccinées en amont de la chimiothérapie, avec là encore la possibilité de réduire à 1 mois le délai entre les 2 doses. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce pensum et nous allons voir maintenant rapidement les autres circonstances d'immunodépression. Alors tout d'abord, les transplantés d'organes solides ou en pré-transplantation, il est fortement recommandé en pré-transplantation de mettre à jour les vaccinations et les sujets qui sont sur liste d'attente pour être transplantés devraient bénéficier d'une consultation de vaccinologie permettant de voir qu'est-ce qui doit être mis à jour. Quels sont les vaccins qui sont recommandés chez les sujets transplantés ou en instance de transplantation? Ce sont les vaccins du calendrier vaccinal, mais en plus, la grippe, en plus, grippe et Covid-19, HPV dès 9 ans et jusqu'à 19 ans, et varicelle chez les sujets non humains, et puis également zona chez les personnes de plus de 18 ans.
et puis également l'hépatite A et l'hépatite B. Il faut éviter de vacciner moins de 6 mois après transplantation. Les vaccins vivants atténués, dont le BCG, sont contre-indiqués. Il faut faire des rappels de diphtérie, tétanos, coqueluche tous les 10 ans et pas aux âges prévus dans le calendrier vaccinal. Et puis, vérifier la réponse immune pour l'hépatite A et B, donc doser les anticorps. Pour les schémas, pour le pneumocoque, on a vu qu'il y avait un problème. Tout ce que je vous ai dit concernant les immunodés qui est au calendrier vaccinal est problématique avec les recommandations à venir. Alors, pour les personnes transplantées de cellules souches hématopoïétiques, si on n'a pas vacciné avant, eh bien, on va vacciner dans l'année qui suit, on pourra vacciner dans l'année suivant la greffe contre le pneumocoque et l'hémophilus, même chez les adultes, contre le méningocoque avec le vaccin MenB et le vaccin quadrivalent ACY avec des rappels tous les 5 ans, la grippe, bien sûr, et le Covid-19, et puis le zona après l'âge de 18 ans. Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués jusqu'à au moins 2 ans après la greffe, et même davantage s'il y a une GVH. Et puis, les patients greffés de cellules souches sont considérés comme naïfs vis-à-vis des antigènes vaccinaux, d'où la recommandation d'utiliser des vaccins pour des schémas de primo-vaccination renforcée, et notamment pour le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus, utiliser le vaccin pentavalent pédiatrique hors AMM au-delà de 3 ans. Et si pour l'HBS, si on doit vacciner contre l'HBS, eh bien, il faudra utiliser un vaccin hexavalent, bien qu'il soit hors AMM au-delà de 18 ans, au-delà de 3 ans. On fera un schéma renforcé 3+1, et pour le pneumocoque, eh bien, avec tous les problèmes, il faut refaire une primo-vaccination, et a priori, cette primo-vaccination devrait être faite maintenant avec un vaccin Prevnar 20, et que, a priori, le vaccin non conjugué VPP 23 devrait disparaître. Alors, pour les sujets qui sont hypospléniques ou aspléniques, ça concerne pas mal de monde parce que il y a les drépanocytaires, mais il y a également toutes les personnes qui ont eu une splénectomie chirurgicale. Alors, en cas de splénectomie chirurgicale, il est recommandé de vacciner au moins 2 semaines avant la chirurgie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les aspléniques doivent bénéficier du calendrier vaccinal et sont spécifiquement recommandés la grippe, le Covid-19, bien que ce ne soit pas dans la liste, et les infections à pneumocoque, ainsi que les infections à méningocoque et à Haemophilus influenzae. Il n'y a pas de contre-indication vaccinale chez les sujets aspléniques. Et il y a des recommandations spécifiques. On sait que les aspléniques ont un risque particulier vis-à-vis des infections à pneumocoque et à hémophilus, et donc et à méningocoque. Donc, il y a des recommandations spécifiques avec le pneumocoque, schéma renforcé 3+1, et a priori, ce sera avec le Prevnar 20. Pour les infections invasives à méningocoque, le MenB et le quadrivalent pour toutes les tranches d'âge, avec un rappel tous les 5 ans. Pour l'hémophilus, schéma renforcé chez les nourrissons, et selon l'AMM, pour les 1 à 5 ans, et une dose de vaccin active pour les adultes non vaccinés, ceci étant une recommandation hors AMM. Active, c'est le vaccin monovalent hémophilus. Et puis pour la grippe saisonnière, vaccination annuelle. Pour les déficits immunitaires congénitaux, alors c'est vraiment des indications de spécialité là, mais la décision de vacciner ou non dépend de l'évaluation de la balance bénéfice-risque et a priori par les spécialistes qui suivent le malade.
les vaccins inactivés et sous-unitaires ne sont pas contre-indiqués, mais leur efficacité est limitée, et notamment s'ils ont une substitution par immunoglobuline, ces vaccins n'auront pas d'efficacité. Alors, sauf cas particulier, la vaccination n'est pas indiquée chez les personnes recevant un traitement de substitution en immunoglobuline, car ces immunoglobulines, théoriquement, apportent les anticorps vaccinaux, sauf contre la grippe, et il est quand même recommandé de vacciner les immunodéprimés, les déficits immunitaires congénitaux contre la grippe, car il peut y avoir une certaine efficacité, et on est sûr que dans les immunoglobulines qui sont administrées, il n'y a pas les anticorps vis-à-vis des souches circulantes. Alors, je vais aller très vite, pour les déficits, les déficits B, pour les maladies de Bruton, tous les vaccins vivants sont contre-indiqués. Et les vaccins tués sont inefficaces car ces sujets reçoivent des supplémentations en immunoglobulines. Les déficits partiels peuvent théoriquement être vaccinés, mais y compris les vaccins vivants. Pour les déficits T, les déficits combinés sévères et les disgeorges, une contre-indication pour tous les vaccins vivants, et pour les vaccins inactivés, ils sont inefficaces car il y a une supplémentation. Pour les déficits partiels en T ont une contre-indication pour les vaccins vivants. Par contre, ils peuvent être vaccinés avec les vaccins inactivés selon le degré d'immunodépression. Les déficits en complément n'ont aucune contre-indication à la vaccination et ils ont une recommandation spécifique vis-à-vis du méningocoque et du pneumocoque. Les déficits de la phagocytose ont une contre-indication au vaccin BCG et au vaccin bactérien vivant, mais tous les autres vaccins peuvent être utilisés. Enfin, pour terminer, les recommandations concernent également l'entourage des immunodéprimés, qui sont une source potentielle de transmission des maladies infectieuses par voie aérienne ou par voie cutanée. Et donc, il est nécessaire de vérifier le statut vaccinal de l'entourage des immunodéprimés et de procéder à une mise à jour si nécessaire. Et sont concernés donc l'entourage immédiat, c'est-à-dire toute personne vivant sous le même toit ou susceptibles d'en assurer la garde, ainsi que les personnels de santé susceptibles de les prendre en charge. Alors, pour ce qui est de l'entourage immédiat, sont spécifiquement recommandées les vaccinations contre la grippe saisonnière, le Covid-19, la varicelle, s'il n'y a pas d'antécédent, si la personne n'a pas d'antécédent ou une sérologie négative, en sachant qu'il peut y avoir une varicelle vaccinale, et en cas de varicelle vaccinale, eh bien, il faudra que l'immunodéprimé soit tenu à distance de la personne vaccinée. Nourrisson rotavirus et méningocoque ACYW et B, donc pour les sujets atteints, l'entourage des personnes atteintes de déficit en fraction terminale du complément, en properdine, ou qui reçoivent un traitement anticomplémentaire, ainsi que les aspéniques et les greffés de cellules souches. Au contact d'un immunodéprimé grave, déficit immunitaire combiné sévère ou greffé de cellules souches, l'administration d'un vaccin vivant à un membre de l'entourage nécessite d'éviter tout contact pendant au moins une semaine et même 4 semaines pour les rotavirus. Alors, pour ce qui concerne les personnels soignants, sont particulièrement concernés par les vaccinations contre la rougeole, qui peut-être va devenir obligatoire, contre la coqueluche, avec les rappels 25, 45, 65, ou, et c'est le cas actuellement, en situation épidémique, rappel si la vaccination date de plus de 5 ans. Également concernée la vaccination contre la grippe saisonnière, la Covid-19 et contre la varicelle. Donc les personnels soignants non immunisés devraient être vaccinés contre la varicelle avec également les consignes d'exclusion en cas d'éruption post-vaccinale.
Voilà. Donc, pour conclure, la vaccination des immunodéprimés est un problème important, hein, parce qu'encore une fois, il y a une surmortalité. On l'a vu pour le Covid-19 notamment, on le voit pour la grippe, une surmortalité chez les immunodéprimés en cas de maladie infectieuse. Cette problématique est volontiers négligée car malheureusement, pour un certain nombre de spécialistes qui suivent la maladie causale, la vaccination est de même pour les gens qui suivent les malades cancéreux ou atteints d'hémopathie, la vaccination peut ne pas apparaître comme un problème prioritaire. Les contre-indications vaccinales sont assez claires, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité. Et globalement, c'est la vaccination de l'immunodéprimé est quand même un problème complexe qui devrait justifier un recours large aux spécialistes de la vaccination, à condition d'y penser. Et là encore, il y a de gros efforts vis-à-vis des personnes, des médecins, des personnels de soins de santé qui suivent les immunodéprimés, de penser au problème de la vaccination. Voilà, j'en ai terminé. Je disais que normalement, il n'y a pas vraiment de raison de vacciner diphtérie, tétanos, coqueluche, polio en cours de chimiothérapie, sauf les enfants dans le cadre de la vaccination normale. Mais effectivement, il faut faire une dose après 3 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Et même s'il y a eu une dose pendant, il vaut mieux faire après parce que la probabilité d'avoir une réponse immune correcte est quand même très limitée en cours de chimiothérapie. Non, les données de couverture vaccinale chez les immunodéprimés, elles sont très limitées. On sait que on a quelques données, notamment pour le pneumocoque, pour les populations spécifiques, avec des taux de couverture vaccinale assez catastrophiques. Euh, je pense que ces dernières années, quand même, il y a eu une prise de conscience de la part des cancérologues et des hématologues, mais loin d'être la généralité, et que on pourra pas améliorer la couverture vaccinale si chez ces personnes, si les médecins qui suivent ces malades ne sont pas persuadés de l'intérêt de la vaccination et, bon, qui ne vaccinent pas eux-mêmes, ça c'est un fait, mais qui réfèrent là encore, peut-être pas au médecin traitant, parce que souvent le médecin traitant va être en difficulté, mais vers des centres de vaccination qui ont une expertise en vaccinologie. Voilà. Je sais que certains ont mis en place des consultations de vaccinologie pour les transplanter. Par exemple, je sais que moi j'ai vu à Lyon les néphrologues avaient mis en place, les pathologues également, une consultation systématique de vaccinologie pour des enfants qui étaient inscrits sur une liste de transplantation hépatique ou rénale. Ça me paraît quelque chose de très important qui devrait être généralisé pour les greffeurs.